Bonjour à tous. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons aborder les conditions de formation et de validité du contrat de travail. Nous allons enchaîner par la suite par les différentes clauses qui existent éventuellement dans les contrats de travail. Et également, nous allons finir par les différentes obligations qui incombent, que ce soit du côté de l'employeur et du salarié d'autre part. En guise d'introduction, nous allons voir également et revoir, si vous voulez, ce que c'est que le droit social. Donc, comme nous l'avons vu précédemment dans les autres enregistrements vidéo, que c'est l'ensemble, le droit social est l'ensemble de normes ou de règles juridiques qui régissent, qui organisent les relations entre deux parties qui sont l'employeur et le salarié. Donc c'est en quelque sorte une notion vaste, c'est également un droit autonome qui a sa propre liberté en quelque sorte. Et le droit social, comme je l'ai dit, contient des droits et des obligations en faveur du salarié et également de l'employeur. Le droit social, comme on l'avait vu précédemment, il encadre, il régit différents stades qui sont tout simplement lors de la naissance ou la formation du contrat, lors de l'exécution, la mise en œuvre du contrat et également lors de la rupture, c'est-à-dire à la fin du contrat de travail. Le droit social, il s'applique à l'ensemble des salariés qui relèvent du secteur privé et non du secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires du secteur public ne font pas l'objet de ce cours. Donc les secteurs qui font l'objet et qui entrent dans le droit social, dans ce droit, c'est tout simplement l'industrie, le commerce, l'agriculture, les professions libérales, les employés de maison et le personnel de manière générale des entreprises. Qu'est-ce que les conditions ou quelles sont les conditions, si vous voulez, de formation du contrat ou en d'autres termes, quelles sont les conditions pour que ce contrat soit valide de point de vue juridique? Donc il y a une panoplie de conditions, qui est important de respecter. Donc là, c'est vrai que ce contrat, il est entaché d'une certaine liberté contractuelle. On peut insérer au sein du contrat ce qu'on veut comme clause. Il faut juste qu'il y ait un commun accord entre les deux parties, employeur et salarié. Pour ce qui est des conditions de fond, c'est comme tout contrat de droit privé, il y a tout d'abord le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Nous allons commencer par la capacité, si vous voulez bien. Donc les contractants, employeurs et salariés, doivent avoir toutes leurs capacités, toutes les capacités, ce qui veut dire que les aliénés sont exclus de ce domaine. D'accord ? Donc la deuxième des choses, c'est le consentement. Donc le consentant, il doit être exempt de vices de consentement. À titre de rappel, que les vices de consentement sont l'erreur, exemple, l'erreur sur la personne qu'on recrute. Il y a également en tant que vice de consentement le dol, c'est une tromperie tout simplement qui va influencer la signature d'un contrat. Il y a également la violence qui peut être une violence physique ou morale et que cette violence pour amener en quelque sorte la personne à signer le contrat. Il y a également la lésion. En tant que troisième condition, bien sûr, de validité d'un contrat, de point de vue juridique pour qu'il soit valable, il y a l'objet. L'objet du contrat doit être licite, c'est-à-dire que l'objet doit être possible et réalisable. Donc il y a par la suite la cause en quatrième position.
La cause du contrat doit être licite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas réaliser un contrat qui est contre la loi. À titre d'exemple, on peut citer le fait de faire signer un contrat de trafic d'organes. Donc c'est illicite, donc on ne peut pas le faire. Ça, c'était pour une présentation des conditions de fond. Pour tout contrat, que ce soit les contrats d'ordre privé, de la sphère privée, mais également de la sphère du monde du travail également. Donc c'est la même chose à peu près. Donc il y a d'autres conditions, mais c'est plus des conditions de forme qui sont les... avant de les aborder, je tiens à préciser qu'en cas de non-respect des conditions de fond, la conséquence c'est la nullité des contrats. Parce que c'est important qu'il y ait le respect des... Un employeur a le droit de choisir le salarié qu'il désire, mais il est interdit de prendre en considération l'appartenance à un syndicat, les opinions politiques, la religion pour statuer sur l'embauche de quelqu'un, d'un salarié bien sûr, le sexe de l'intéressé, ainsi que de faire appel à des travailleurs clandestins. Donc ici, c'est illégal d'entreprendre ces genres de manœuvres. Pour ce qui est, nous revenons aux conditions de forme, de validité, de validité du contrat de travail. C'est tout simplement que le contrat peut être établi selon plusieurs formes, mais il faut que juste les parties contractantes se fixent en commun accord. Ils doivent juste être d'accord de la forme, tout simplement. Donc, comme je l'ai expliqué, explicité ici, la forme, elle importe peu, mais il est préférable qu'il soit écrit pour des raisons de preuve. C'est tout simplement ici la forme, c'est-à-dire que le contrat peut prendre la forme d'écrit, c'est-à-dire un papier écrit, ou comme il peut être un contrat oral. Mais comme je l'ai précisé, c'est que l'écrit est plus important. Pourquoi? Parce que c'est une raison de preuve plus tangible en cas d'éventuel litige entre les deux parties. La conséquence, le contrat de travail peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter librement. Donc il y a cette liberté contractuelle que les deux parties peuvent se mettre d'accord en toute aisance. Le contrat doit contenir certains éléments indispensables à sa validité. Donc dans le contrat écrit ici, bien évidemment, il faut qu'il y ait l'identité des parties qui doit être mentionnée, noir sur blanc. Il faut décrire également, même en cas de contrat oral, il faut qu'il y ait la description du travail, la date de début et de fin du contrat, le lieu du travail où la personne va exercer son travail, sa tâche. Il y a la description sommaire des tâches et grades du salarié. Le montant de la rémunération doit être précisé. La périodicité de la paie, c'est-à-dire quand et où la personne salariée doit recevoir sa paie, doit être mentionnée, doit être connue de la part du salarié. Les références à la convention collective applicable également, donc le salarié doit avoir connaissance de cette convention collective et également faire référence au règlement intérieur. Donc ici également, le salarié doit connaître ce qu'il y a dans le règlement intérieur et la convention collective. Donc ce sont des éléments qui sont importants, indispensables à la validité du dit contrat de travail. L'employeur et le salarié sont libres, comme je l'ai dit, d'insérer dans le contrat de travail les clauses qu'ils estiment opportunes pour les deux parties, des clauses de leur choix à condition qu'elles soient favorables à la loi ou aux conventions collectives. Elles ne peuvent pas être contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Tout simplement, c'est comme l'exemple que je l'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit d'un contrat de trafic d'organes ou un contrat de vente de produits stupéfiants par exemple. Donc tous, c'est interdit de... Ici, on va voir quelques clauses qui peuvent être insérées au sein du contrat. Il y a tout simplement la période d'essai, la clause d'essai. C'est tout simplement l'article 13 du Code du travail qui le prévoit. Ici, dans cette clause, c'est tout simplement que pour l'entreprise, elle va
ça va lui servir, cette clause, pour évaluer les compétences des salariés. Et du côté du salarié, ça va va lui permettre d'apprécier les fonctions qu'on lui donne dans son poste de travail. Donc il y a un avantage des deux côtés, des deux parties. Cette période, la période d'essai, devrait être indiquée noir sur blanc dans le contrat. Mais cette clause d'essai, elle n'est pas obligatoire. Donc c'est l'article 13 qui le prévoit. Pour ce qui est de la clause de confidentialité, c'est tout simplement le salarié ne doit pas divulguer les informations confidentielles de l'entreprise, donc c'est illégal. Il est dans la violation du secret professionnel en quelque sorte, donc il ne doit pas divulguer les informations qu'il va pouvoir savoir au sein de l'entreprise. Il y a également la clause d'exclusivité. C'est une clause qui n'est pas beaucoup fréquente. C'est tout simplement un salarié qui va s'engager auprès d'un employeur, d'un seul employeur, exclusivement, et qu'il devrait éviter tout simplement de travailler pour plusieurs employeurs. Pour ce qui est de la clause de non-concurrence, c'est une clause qui est réglementée car elle peut causer la rupture du contrat de travail. Cette clause, elle consiste tout simplement à interdire une activité professionnelle qui va faire concurrence à l'entreprise. Mais cette clause, pour qu'elle soit valable, elle n'est tout simplement parce qu'elle doit être conditionnée par deux conditions. Donc elle n'est valable que si elle est inscrite tout d'abord dans le contrat de travail, c'est-à-dire qu'au départ, le salarié en connaissait les raisons, donc il était au courant, c'est donc pour protéger les intérêts de l'entreprise. L'autre condition la plus importante, c'est cette clause, elle est limitée dans le temps, et c'est les deux conditions prioritaires et les plus importantes. Cette clause est limitée dans le temps et dans l'espace. Cela ne peut pas être jusqu'à la fin de carrière du salarié, donc on ne peut pas empêcher un salarié de créer une entreprise, bien évidemment, dans un autre pays, par exemple. Donc ici, à ce stade, nous avons vu les quelques clauses. Il y a également la clause de préavis et la clause de mobilité, toujours insérée dans le contrat de travail. Maintenant, nous allons enchaîner par ce que c'est que les obligations contractuelles ou quelles sont les obligations contractuelles. Donc, quand on parle de contrat, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, on est en présence de deux parties, de deux partenaires, employeur et salarié. Qui dit contrat dit également obligation réciproque. Donc il y a des obligations vis-à-vis de l'employeur, mais également des obligations de la part du salarié. Pour ce qui est des obligations de l'employeur, c'est tout simplement la première des choses. L'employeur doit fournir le travail convenu. En d'autres termes, il doit également aussi fournir les moyens pour l'exécuter. La deuxième obligation de l'employeur, il doit verser le salaire, le paiement, la contrepartie. Et le salaire doit être versé au moment prévu et verser le montant convenu au moment de la signature du contrat. Il ne faut pas qu'il y ait une diminution du salaire, ce qui pourrait entacher, voire même la nullité du contrat. Il doit également, l'employeur, payer les charges sociales des différentes caisses de sécurité sociale. L'employeur également doit, en tant qu'obligation, il a l'obligation de respecter le droit du travail et les conventions collectives, car c'est une obligation générale de l'employeur. Ça, c'était les obligations de l'employeur. Donc, si vous voulez, on peut résumer. Donc, il y a le travail qui doit être fourni. Et qui dit travail fourni l'employeur doit fournir également les moyens pour l'exécuter. Il doit verser le salaire, la rémunération, la contrepartie. Il doit également payer les charges sociales des différentes caisses et également respecter le droit du travail et les conventions collectives.
Ça, c'était pour les obligations de l'employeur. Mais qu'en est-il des obligations du salarié? La première des choses, c'est que on doit lui fournir le travail convenu, c'est-à-dire au salarié. On doit lui fournir le travail convenu, c'est-à-dire sur son contrat. Cela devrait être indiqué. Et ce travail devrait être fourni correctement et personnellement, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire sous-traiter son travail. C'est-à-dire le salarié doit effectuer son travail personnellement. Il doit également, le salarié, bien utiliser et respecter le matériel. Pourquoi? Parce que l'employeur va lui fournir le matériel de travail et lui, à son tour, doit veiller et gérer en bon père de famille, c'est-à-dire le salarié. Le salarié également, en tant qu'obligation, doit accepter la loi, le lien de subordination, sa hiérarchie, c'est-à-dire tout simplement qu'il doit accepter de travailler sous les ordres de son employeur, de sa hiérarchie. Sinon, ça devient une faute dans le domaine du travail. Il doit également, le salarié, respecter le secret professionnel et ne pas faire concurrence à l'entreprise. Et nous allons voir un peu plus loin que certains de ces éléments peuvent être pris pour la rupture du contrat de travail, en cas de non-respect bien sûr. Donc, après avoir vu ces différentes obligations, et que je vais essayer à travers notre enregistrement détaillé, parce que c'est le plus important, c'est la mise en œuvre du contrat, c'est l'exécution, et on va voir ça de manière assez détaillée pendant les prochaines vidéos. Sur ce, à très bientôt, à la prochaine séance, et je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bien évidemment bon courage pour la suite.